Bienvenue dans l'arrière-boutique, le podcast des petits e-commerçants ambitieux. Nous sommes Théo et Victor, un duo d'experts en marketing digital. Nous accompagnons au quotidien les petites entreprises à générer de la croissance. L'objectif de ce podcast est d'interviewer des experts du e-commerce, des e-commerçants pour t'inspirer, te challenger et t'aider à développer tes ventes. Anecdotes, astuces et apprentissages, on te propose de plonger au cœur des enjeux du e-commerce et de découvrir les secrets qui se cachent dans l'arrière-boutique. Bonjour à tous et bienvenue dans l'arrière-boutique. Aujourd'hui, on se réunit pour le 3e épisode. On va parler Shopify et je suis toujours en compagnie de Victor Da Silva. Aujourd'hui, on accueille Enzo Cardillo, un boss du Shopify. J'ai envie de te demander comment ça va Enzo aujourd'hui? Ça va super et toi? Ça va, merci. Victor, la pêche? Ouais, la pêche aussi, trop chaud. Allez, on va parler de Shopify. Shopify, donc pour les petits e-commerçants principalement. Et écoute, on va parler aussi très simplement de tous les outils qui naviguent autour de ça. Est-ce que tu peux t'introduire très rapidement, Enzo, que nos auditeurs comprennent un petit peu ce que tu fais, d'où tu viens, ton parcours? Donc mon parcours, ça va être très simple. J'ai travaillé plus de 3 années en agence. Là, j'attaque ma 4e année. Donc j'ai fait beaucoup du e-commerce, que du e-commerce. J'ai pu faire principalement du PrestaShop et du Shopify. Et depuis peu, je suis aussi à mon compte et je fais tout ce qui est, on va dire, projet e-commerce sur la plateforme Shopify. Et j'utilise aussi Klaviyo, qui est un outil de marketing automation où je suis certifié sur cet outil. D'accord, Ok. ok. Est-ce que tu as fait des études particulières du coup pour te lancer dans le e-commerce ou tu y es arrivé direct Et de mon côté, j'ai eu un parcours qui était un peu atypique. J'ai fait on va dire, j'ai commencé par une école d'ingé et j'ai totalement tourné vers des études de langue. Donc c'est complètement l'opposé. Ok, Rien à voir avec le e-commerce. J'ai fait beaucoup de stages, on va dire, qui concernaient le digital. Donc, je me suis baigné, on va dire, dans le digital assez rapidement. J'ai tourné vraiment toutes mes expériences autour du digital, ce qui m'a permis, en fait, comme je faisais des études de langue étrangère, d'avoir l'aspect langue étrangère, donc parler anglais et portugais, et l'aspect aussi digital. ok. Donc, c'est ce qui m'a amené, on va dire, dans tout ce qui est monde digital. Ok, donc tu faisais des sites internet en langue étrangère. Je suis parti au Portugal dans une petite agence qui doit plus exister Ok. depuis, mais j'y suis resté 7 mois au Portugal et j'ai travaillé dans une agence web. Donc là-bas, c'était plus les débuts, donc c'était pas vraiment du e-commerce, mais c'est plus du WordPress. Ok. On est autour de ça, hein. Ok, au fur et à mesure, donc le e-commerce est arrivé à toi, la passion a grandi et te voilà maintenant à fond de e-commerce et de Shopify. Donc ouais, aujourd'hui on va parler des bases pour bien commencer avec cet outil. Euh, pour les e-commerçants, pour ceux qui ont des idées de business également, il arrive parfois qu'on ait envie de tester quelque chose, qu'on ait envie de prendre la session d'essai de Shopify. D'ailleurs, elle est toujours existante, cette session d'essai. On avait 15 jours, il me semble, de gratuit. Non, maintenant, elle est gratuite pendant 3 jours, je crois, et après, il y a un tarif qui est de 1 euro par mois pendant 3 mois. Ok, Tu peux tester gratuitement la plateforme, donc c'est ce qui est vraiment avantageux. ok, Intéressant. d'accord. Depuis 5-6 mois. Ouais. Ah ouais, sympa, ouais. Bah tu vois, je l'apprends tout juste. Moi, j'étais resté sur les 15 jours de gratuité et après sur les versions payantes. Et donc, ouais, comme je disais tout à l'heure, on va essayer de répondre un petit peu à toutes les questions que peuvent se poser les entrepreneurs en herbe ou déjà un petit peu plus confirmés pour se lancer sur une boutique en ligne. J'en aurais une, moi, du coup, avant qu'on attaque sur les bases. C'est quoi qui t'a amené à Shopify en termes de CMS? T'as dit que tu as commencé un petit peu sur WordPress. Pourquoi Shopify? Je travaillais en agence au sein d'Axone et ils faisaient principalement du PrestaShop. Et on va dire que la vibe Shopify commençait à monter. Au début, bon, on va dire dans un premier regard, on se dit c'est une solution simple facile à prendre en main, pas trop technique quand on compare à PrestaShop qui est beaucoup plus technique, où il y a des connexions, c'est des projets bien plus complexes que Shopify.
on va dire qu'on a un premier abord qui est peut-être pas le meilleur quand on parle de Shopify. On va dire en termes de chefferie de projet, où on peut se dire bah, le projet peut être moins intéressant parce qu'il y a moins technique. Et on va dire que c'est le premier abord que j'ai eu de Shopify. Et puis on va dire, ça s'est goupillé avec ma seconde expérience, où là, bah, j'ai regardé, on va dire, j'ai vu Shopify d'un autre œil. Quand on s'y plonge vraiment dedans, on peut voir que vraiment c'est un outil qui est facile à prendre en main, mais qui est aussi assez complexe parce qu'il y a quand même pas mal de limites en termes techniques. On peut aussi faire des choses techniques avec des applications externes ou ces choses-là. Donc, on va dire Ok. que on a tous, ben, d'expérience, même, on va dire, à vie client, on a tous un premier abord qui est de se dire, bah, Shopify, c'est quelque chose d'ultra simple, on peut faire tout ce qu'on Mhm. veut. Ouais, ouais, Mais ouais. quand on s'y met dedans, on peut se dire, bah, c'est un peu plus complexe et il y a quand même pas mal de. Ce qui est plaisant, on va dire, sur du Shopify, c'est que c'est quelque chose qui regroupe un peu le tout. Donc, c'est comme si on travaillait sur du 360 avec l'aspect SEO, marketing, et Ouais. tout est regroupé, on va dire, au sein de la même plateforme. Donc, c'est ce qui différencie des autres CMS. Oui, ouais, ça c'est vrai que c'est un aspect qui est super intéressant, surtout pour les personnes qui vendent et qui ont leur boutique, qui n'ont pas forcément une équipe de dingue et des budgets non plus énormes pour faire intervenir des spécialistes sur chacun des sujets. Tu arrives à avoir vite une lecture de données, à avoir justement tout ta configuration pour l'envoi, le suivi, les expéditions. Euh, C'est tout si, en un, ouais. si on devait le synthétiser, les grandes lignes de Shopify, avantages, inconvénients, si pour une personne qui découvre cet outil-là, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, pour lui présenter un peu l'outil? L'avantage, bah, c'est que c'est une solution qui est quand même assez facile à prendre en main. Aujourd'hui, on a un outil qui est documenté de A à Z. C'est-à-dire que si aujourd'hui un e-commerçant il veut se lancer, il veut savoir comment créer un produit ou comment lancer une campagne marketing grâce à Shopify, il y a toute une documentation qui est associée. On va dire qu'en matière de tarification aussi, c'est quelque chose qui est très avantageux par rapport aux autres plateformes. Ça, c'est plus, on va dire, tourné sur tout ce qui est hébergement. Shopify, on a l'avantage d'avoir un hébergement qui est côté Shopify. Ouais, Euh, tout est, euh, Ça tout est, simplifie le process. ouais. Ouais. Tout est simplifié, tout est mutualisé sur Shopify. On n'a pas de question de sécurité parce que tout est géré par eux. De certificats aussi HTTPS ou ces choses-là. ouais. Donc, pour un petit e-commerçant qui se lance, il se pose pas des questions de où je vais héberger mon site, par qui je vais le faire Mhm. héberger, si ça se passe mal avec mon hébergeur, qu'est-ce que je fais? Mhm. Ça a double tranchant parce que les commerçants, ils peuvent se dire, ben, oui, je vais le faire héberger en externe et on connaît pas en fait les serveurs, on sait pas où ils sont. Ouais. Depuis D'ailleurs, ils sont aux peu, États-Unis, je crois, non? Au depuis Canada? peu, depuis peu, Shopify en a mis En Europe. dans toute l'Europe. Ok. Donc, Mhm. donc maintenant, on va dire que c'est assez mutualisé et on en a dispo en Europe, donc c'est plus sécurisant. On va dire qu'en matière de données, ben, ça Oui. transfère pas de. Surtout avec ce qui s'est passé dernièrement avec Google Analytics, les données elles peuvent être stockées en Europe, donc c'est quand même Oui. un bon point. Et notamment la loi liée au RGPD. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Ok. C'est Donc, inté- c'est intéressant cette logique de all-in avec l'hébergement direct sur l'outil. Ça casse pas mal de barrières à l'entrée. Moi, sur le développement de Shopify, je vois que c'est un outil quand même qui a fait tomber beaucoup de barrières à l'entrée sur aujourd'hui, je veux faire du e-commerce et après, j'ai un site e-commerce. Là où il y a encore 5 7 ans, il fallait plusieurs dizaines de milliers d'euros ou les capacités de le faire seul, mais c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on a une idée de e-commerce. Dans 2 jours, on a une boutique Shopify, quoi. c'est ça. Ça a Et révolutionné, ouais. Vraiment, c'est un truc de malade, hein. Mm. surtout que Shopify, c'était, on va dire, initialement tourné vers les entrepreneurs et on voit très bien avec tout ce qui est Shopify Winter ou Summer, c'est toutes les fonctionnalités qui sortent tous les 6 mois. On voit Mm. très bien que Shopify diversifie sa cible et que c'est maintenant plus tourné vers les entrepreneurs, mais c'est vraiment tourné vers monsieur tout le monde. Ça peut être la petite PME comme la grosse entreprise qui va vouloir refondre son site. Ouais. Ouais, Et il ok. y a ce truc, du coup aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur ta vision sur Shopify qui a évolué. Et je trouve que
je pense que pour beaucoup de pros du secteur, cette vision, elle a évolué comme ça, c'est encore un outil all-in qui fait les choses à moitié, etc. Ok, c'est un truc all-in où on peut aller super en profondeur, changer aussi plein de choses, qui répond à plein de problématiques, qui lisse des parcours et qui rend accessible plein de fonctionnalités qui sur d'autres CMS seraient très coûteuses à avoir ou ultra compliquées à implémenter tout simplement. Ouais, carrément. Ben, tu vois, par rapport à ça, moi, je vois quand c'est arrivé, parce que ça va faire presque 10 ans que je fais des sites web. Et en fait, quand c'est arrivé, moi, je me suis réadapté aussi dans mon positionnement. Et c'est là où j'ai commencé à me former au marketing. Parce que, en fait, avant, il y avait une grosse masse de business, entre guillemets, sur toute la partie maintenance, sécurité et toute la conception de sites internet. Et en fait, là, ça s'est redirigé. Je trouve ça super sain dans un sens que, au lieu qu'on vende de la technique, maintenant, on vend des moyens de développer des projets, quoi. Et du coup, ça va être sur des développements, sur des logiques de création de contenu, sur des logiques plus de suivi, d'analyse, de stratégie. Et, euh, et je trouve que c'est super bon pour le marché, en fait, qu'il y ait ce type de solution-là pour que tout le monde puisse faire du business plus rapidement, en fait. Tout ça. C'est un peu dans ce sens-là. Et je reprends du coup pour une personne qui commence là sur son projet. Je sais pas, elle a du temps à investir. Elle arrive sur le site de Shopify. Comment ça se passe? Tu dois du coup te créer un profil utilisateur. J'imagine tu as Google, Facebook, etc. C'est ça, en fait, elle va créer un compte Shopify. Elle aura accès à son site, donc là, elle aura son essai gratuit. Donc, il y a deux possibilités. C'est soit on a un compte entreprise et dans ce cas-là, il faut avoir un essai gratuit et après prendre un des abonnements. Donc, c'est soit le basique, soit le Shopify ou soit le Advanced. Donc, ce qui change entre les abonnements, après, c'est tout ce qui va être spécifique, donc les rapports personnalisés, les fonctionnalités qu'on va avoir. Donc ça, on pourra rentrer dans le détail plus tard, mais plus on aura un abonnement élevé, et plus on aura de fonctionnalités qui seront mises à disposition. Ok. Ou sinon, par exemple, pour les agences, elles vont créer un compte agence et dans ce cas-là, elles auront la possibilité de mettre en place plusieurs sites de manière gratuite. Ouais. Ok. Là, on va rester sur des profils e-commerçants. Donc, une fois qu'elle a créé son profil, elle arrive dans l'environnement et elle doit faire quoi? Il y a des gabarits, j'imagine, il y a différentes façons C'est de... ça. En fait, elle va arriver sur son environnement, il y aura déjà un thème de test qui sera valable. Donc, c'est un thème basique Shopify, donc c'est un thème gratuit. Elle aura la Ok. possibilité, cette personne, d'acheter d'autres thèmes sur la boutique en ligne, de mettre en place des applications. Donc, ce qui est application, ça va être tout ce qui va être application qui va servir du coup à développer la boutique. Donc, ça peut être des choses qui ne sont pas en place sur le thème, sachant que sur Shopify, il y a un système économique qui est basé quand même sur tout ce qui est application. Ouais, ok. Donc, de base, il n'y a aucune application qui est installée. Chaque thème a ses propres spécificités. Donc, c'est-à-dire que on peut avoir un thème A et un thème B qui sont totalement différents et avoir des besoins qui sont aussi totalement différents entre les deux. Est-ce qu'on Donc, peut, excuse-moi de te couper, est-ce qu'on peut redéfinir ce que c'est un thème pour ceux qui n'ont pas ce terme-là? un thème, ça va être un template de site pour faire simple. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez plusieurs templates. Vas-y. Plusieurs templates donc graphiques. Donc déjà on va aller sur le basique, donc c'est un template graphique. Donc chaque thème a ses propres spécificités graphiques. Donc c'est-à-dire si on cherche un thème est composé de composants en fait pour aller au plus simple. Et chaque composant va différer des thèmes. Donc ça peut être un slider, ça peut être des blocs de mise en avant, ça peut être du cross-selling, donc la mise en avant d'autres produits sur des pages produits. Et ensuite, il y aura aussi tout ce qui va être fonctionnalité, c'est-à-dire que on aura un template graphique, donc ça va être la partie, on va dire, plus graphisme. Et au sein du thème, on aura aussi tout ce qui va être plus technique. Donc là, ce sera plus, on va dire, les applications qui seront disponibles. Quand je parle d'applications, ça va être plus les fonctionnalités. Et ça Donc, va être la possibilité d'applications que tu peux brancher sur ton thème, ou ça va être déjà des fonctionnalités, des applications embarquées dans le thème? des fonctionnalités qui vont être embarquées dans le thème.
Ok. C'est-à-dire que chaque thème aura ses propres fonctionnalités. Et c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs sur tout ce qui est la boutique Shopify. Il y a une boutique de thèmes où on peut retrouver l'ensemble des thèmes. Et généralement, dans la description de chacun de ces thèmes, on retrouve toutes les fonctionnalités qui sont disponibles au sein de ces derniers. Ok, J'ai donc vu, j'ai vu qu'il y avait pas mal de sites aussi où on pouvait trouver des thèmes Shopify. T'en as certains à conseiller ou la logique c'est plutôt de rester sur les thèmes directement proposés par Shopify sur Shopify? Moi, personnellement, j'ai toujours utilisé les thèmes qui sont proposés sur Shopify. J'ai pas eu de très bonnes expériences quand on s'est tourné sur des thèmes qui étaient en dehors de Shopify parce que c'est quand même des développements qui sont personnalisés. Ça On peut n'a être pas quoi, non du plus coup Ouais. les risques, ça peut être quoi en termes de risques, si on part sur un thème, si on se plante un peu sur le choix de thème, sur un éditeur de thème, ça peut être quoi le risque? Ça peut être la non-garantie que le thème soit à jour. C'est-à-dire que si on prend un thème qui est autre que sur la boutique Shopify, il peut ne pas être à jour. On n'aura pas de support. C'est-à-dire que généralement, tous les thèmes qui sont sur la boutique Shopify ont un support qui ouais. est Ok. gratuit et qui sont disponibles normalement assez rapidement et très efficaces. Donc, c'est l'avantage, on va dire, de rester au sein de la plateforme Shopify. C'est-à-dire qu'on a des thèmes qui seront mis à jour, des thèmes qui vont bénéficier d'upgrades, c'est-à-dire qu'en gros, les fonctionnalités peuvent être comment dire, étendues Ah oui, euh, ok. avec le temps. C'est-à-dire que si un développeur va ajouter une fonctionnalité, il va l'ajouter et toutes les personnes auront accès Ok. à ces fonctionnalités. Même si, Et même si la base et le cœur de Shopify évoluent, tu es sûr que ton thème, il évoluera, il intégrera la nouvelle fonctionnalité de ça, en Shopify. fait, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout ce qui va être fonctionnel, développement réalisé sur Shopify. Donc tout ce qui va être mis à jour Shopify qui va permettre à tous les commerçants de bénéficier des fonctionnalités Shopify. Donc ça peut être, si j'en retrouve, Shopify Payment par exemple, Mhm. Shopify International, les applications, enfin toute cette partie Shopify back office qui va être commune à tous les commerçants. C'est-à-dire que dès qu'on prend un abonnement, elle va être commune. Après, ça va différencier par rapport au type d'abonnement qu'on prend, donc on aura des fonctionnalités qui vont être développées. Ok. Et ensuite, on aura la partie thème, où dans ce cas-là, c'est des fonctionnalités qui vont être propres au thème, donc généralement, c'est des fonctionnalités graphiques, ou par exemple, je sais pas moi, si sur sa boutique, on veut mettre un timer pour annoncer les soldes, Hmm. ça va être par exemple l'ajout de la fonctionnalité timer sur son thème. Ok. Donc, première étape, choix du thème, peut-être le truc le plus important du coup. Pour moi, c'est ce qui va faire, on va dire, 80% du travail sur du projet Shopify. Ouais. Une fois qu'on choisit son thème, techniquement, en termes de fonctionnalité, on est quand même pas bloqué, mais on est quand même assez restreint pour la suite. C'est-à-dire qu'on peut prendre un thème qui est super beau graphiquement, mais si il comporte aucune des fonctionnalités qu'on veut, c'est pas très utile, quoi. Donc Ok. peut-être qu'on peut conseiller aux e-commerçants, aux futurs e-commerçants qui nous regardent, de peut-être déterminer ce qu'ils veulent un peu graphiquement en termes de boutique, le style, peut-être toutes les fonctionnalités qu'ils aimeraient, en faire une checklist, Ouais. et après aller voir thème par thème, voir si les thèmes, quels sont les thèmes qui cochent le maximum de cases en fait, Oui, voilà. pour être sûr de ne pas se retrouver bloqué dans 2, 3, 6 mois. Je pourrais, Généralement, ouais, je pourrais te poser une question peut-être dans ce sens-là. Si tu avais 5 recommandations, ou toi, quelles sont les 5 premières choses que tu regardes sur un thème? généralement, pour le choix du thème, ce que je fais, c'est déjà, je fais un tri au niveau graphique. C'est-à-dire que je regarde au niveau graphique ce qui me plaît. C'est-à-dire que quand même, la boutique de thèmes, elle est assez grosse. Je crois qu'il y a plus de 100 ou 200 thèmes. Donc, c'est impossible d'aller dans le détail dès le début. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je prends 10 ou 15 thèmes qui me plaisent graphiquement le premier jour. Et je regarde ce qu'ils ont. C'est-à-dire au niveau graphique, est-ce que ça me plaît ou ça me plaît pas. Intuitif. Et Ok. intuitif. Voilà, c'est ça. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je reviens la journée suivante pour avoir des idées un peu plus claires. Et à ce niveau-là, je vais regarder plus les fonctionnalités de chaque thème. C'est-à-dire, par exemple, si demain, je veux mettre de la mise en avant de produits avec un blog sur ma page d'accueil, quel thème va correspondre à ce choix. Ou par exemple, sur ma fiche produit,
si je veux avoir une zone de cross-selling Hmm. ou d'upselling, quel thème va répondre à ce besoin. Donc là, je vais faire le tri, donc un second tri, donc je vais passer de 10 à 15 thèmes entre 5 et 6 thèmes. Donc là, généralement, on est déjà pas mal en termes de choix. Donc on aura 5 ou 6 thèmes qui sont différents. Et Ok. ensuite, ce que je fais généralement, c'est que je les installe sur ma boutique. Ok. Donc la boutique Shopify, on peut tester un nombre illimité de thèmes. Donc Sans les sans acheter? les acheter, on peut les tester, on peut découvrir les blocs qui sont disponibles sur chacun des thèmes. Et c'est ce qui va permettre en fait d'aller plus dans le détail. Donc c'est là où on va se dire, sur mes 5 ou 6 thèmes, je vais choisir par exemple un ou deux thèmes qui vont me plaire graphiquement et fonctionnellement. Ok. Est-ce que tu testes les performances? Temps de chargement, structure de titre, les choses comme ça? Et les performances, ouais, je les teste quand même pour m'assurer quand même que le thème soit viable. Après, techniquement, nous, en termes de gestion de projet Shopify, on sait généralement quels thèmes vont être plus efficaces que d'autres. Oui. Après, il va y avoir tout ce qui va être, sachant qu'on ne pourra pas tester les thèmes sans l'acheter. En termes de performance, comme il faut l'installer pour rendre un thème techniquement sur Shopify, on a les thèmes on va avoir un thème actif, donc le thème de la boutique, et on va avoir nos Mm. thèmes qui vont être, on va dire, brouillons, Ouais. donc on ne pourra pas utiliser. Donc c'est impossible de faire un test GT métrique sans avoir, Ouais. on va dire, le thème d'installer, de savoir aussi dans le code Ouais. si c'est bien tourné ou si c'est bien, on va dire. À ce titre-là, petit tips qui peut être intéressant et qu'on vous mettra en description de l'épisode, on peut, si vous avez quelques thèmes en ligne de mire, vous pouvez essayer de rechercher sur Google des sites qui ont déjà ce thème. Et pour ça, vous pouvez utiliser une petite requête Google qu'on vous mettra pour trouver les sites qui sont sur ce thème et pour aller voir un petit peu comment ils se comportent, etc. Tout en restant dans l'idée que potentiellement ils ont aussi des devs spé. Mais dans l'idée, ça donne quand même une bonne vision, j'imagine, Enzo. Oui, c'est ça. Oui, généralement les thèmes c'est très rare qu'une agence va optimiser un thème, sachant que c'est pas son code. Généralement une agence va pas Ça- optimiser le thème d'une boutique, mais va plus Ouais. modifier graphiquement la boutique. Donc C'est un peu la boîte de Pandore si tu tombes sur un thème qui est un peu fait avec le cul, si j'ai envie de dire, tu te retrouves du coup dans une merde pas possible et tu fais tout péter, quoi. ça, généralement il faut pas toucher à la structure. La structure, généralement des sites qui sont sur la boutique de thèmes sont quand même assez bien faits. Après, ce qui va différencier, c'est aussi côté e-commerçant. C'est-à-dire, s'ils mettent par exemple des vidéos ou des images qui font un poids qui est vraiment lourd, forcément la performance va être amoindrie. Donc c'est des points aussi qui sont bons à prendre en compte. Ok, et petite question, moi, par rapport au thème. J'ai déjà testé, alors tu vas me dire que c'est une grosse erreur de faire, j'ai déjà testé par exemple, la page d'accueil d'un thème. Genre, tu vas dans ta bibliothèque de thèmes, machin, tu cliques, boum, tu arrives dans un site, un faux site, avec du coup ton thème qui est développé. Et moi, j'ai pris l'URL, je l'ai testé dans GTmetrix. Je sais que je suis un peu dans un environnement un peu parallèle, c'est pas vraiment réel, c'est un peu ce qu'ils souhaitent mettre en avant. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de cette pratique? Ça peut être efficace généralement quand on met un thème sur tout ce qui est Shopify. L'URL qu'on va tester, généralement, il faut en sorte que les performances soient assez bonnes quand même. Ouais. Donc, Tu penses que c'est un peu cheaté du côté des producteurs? je pense pas que ce soit tout cheaté, mais Ouais. je pense qu'ils misent au max les performances. Oui, Ils vont mettre il a testé tous les thèmes, ils ont triple A partout. Fury. Allez, go. Non, ouais, franchement, c'est bon d'avoir l'accès partenaire sur Shopify. En tout cas, pour aller faire deux, trois tests, moi, ça m'a bien plu. Super. Donc, si on doit retenir quelque chose sur les thèmes, c'est un peu la pierre angulaire d'un site e-commerce. ça. Techniquement, oui. Si on fait pour un e-commerçant qui veut se lancer, le choix du thème sera, on va dire, le choix le plus important dans son projet Shopify en tout cas. Ouais, donc pas hésiter à aller poser des questions, à prendre le temps pour choisir son thème, à en parler autour de soi, ou même de passer un coup de fil à Victor pour lui demander ce qu'il en pense.
Ok. Et ben écoute, si on a un thème, ça veut dire on peut mettre des applications dedans, on peut essayer de le nourrir en fonctionnalité. C'est ça la seconde étape? C'est ça, en fait, c'est le système économique de Shopify. Il n'y a pas de coût d'hébergement. Tout est mutualisé au sein de la plateforme Shopify et c'est leur système économique. C'est-à-dire que comparé aux autres plateformes qui vont plus miser sur tout ce qui est hébergement, maintenance, Shopify, lui, va plus miser sur tout ce qui va être application. Donc chaque application a des coûts. Donc il peut être mensuel, en une fois ou annuel. Généralement, c'est des coûts mensuels. Donc c'est une boutique d'applications qui est disponible sur Shopify et on fait un peu nos courses. C'est un peu comme faire ses courses. Donc on va prendre toutes les fonctionnalités qui vont pas être disponibles sur notre thème pour on va dire l'alimenter et répondre aux besoins. Ouais, Sachant que c'est des modules complémentaires donc que tu viens installer directement, quoi. c'est ça. Après, tout dépend. Il faut faire attention aussi aux modules qu'on installe. C'est-à-dire, il faut bien prendre des modules qui ont des bons avis, qui ont beaucoup d'avis. Par le passé, en agence, j'ai eu des personnes qui ont pris des modules qui avaient 3 ou 4 avis et qui fonctionnaient pas. Donc, c'est Aïe. important de prendre des modules qui ont des bons avis. Après, on va dire qu'en termes pour un e-commerçant qui veut se lancer, généralement, le choix du thème avec les fonctionnalités devrait suffire. Ok. Techniquement, il y a très peu d'applications, on va dire, pour un petit e-commerçant qui vont faire la différence. D'où d'où l'importance de bien choisir son thème pour pas avoir à raquer trop derrière sur des applis. Ouais. C'est ça. Après, il va y avoir des applications qui vont être plus utiles que d'autres. Par exemple, si on prend un Klaviyo, qui est un outil qui permet d'automatiser un peu tout ce qui est email marketing. C'est une application qu'on peut installer sur son Shopify. On peut installer, par exemple, des flux Google assez facilement. Donc, la mise en place de flux Google pour afficher ses produits sur la recherche Google. Il y a plein d'applications qui sont gratuites, on va dire, en termes de back-office. Donc, tout ce qui est aspect back-office et front-office, donc tout ce qui va être aspect Ouais. plus visuel sur la boutique. Donc, il y a beaucoup d'applications qui existent, mais il faut faire attention, je pense, à pas installer tout et n'importe quoi non plus. Ouais, parce que C'est-à-dire, c'est un petit peu la jungle, j'ai envie de dire, cette partie application. Ouais, je l'ai déjà vécu sur WordPress et j'ai retrouvé à peu près la même chose sur Shopify, c'est que tout le monde peut développer des applis. En tout cas, j'ai l'impression. Je pense qu'il doit y avoir des niveaux de certif. Et en fait, une fois qu'elle est soumise, c'est un peu la foire à la saucisse, quoi. Tu te retrouves en fonction de ce que tu recherches. Tu as 3 applis qui font la même fonctionnalité. Je sais pas, pour intégrer un flux Instagram. Il y en aura une gratuite en mode freemium. Tu pourras montrer qu'un post et dès que tu en voudras mettre d'autres, ça sera 10 balles par mois. T'en as une, bah, c'est 10 balles direct, quoi que tu fasses. Et t'as l'autre qui a 3 avis et qui est un peu moins cher. Donc, faut te Un peu retrouver. Ouais, il y a un moment où faut trancher, quoi. Donc, c'est vrai que c'est là où c'est cool d'avoir 2, 3 personnes autour de soi pour échanger. Parce que quand on se retrouve seul, on teste et on apprend, j'ai envie de dire. c'est sûr, ben, on teste tous, hein. On a tous testé, je pense, les applications, même nous, quand on fait du Shopify. Ouais, On a tous testé plusieurs applications. C'est impossible de trouver l'application parfaite du premier coup. Et puis après, c'est une expérience qui se développe. C'est-à-dire que on a des développeurs qu'on va connaître, des agences qu'on va connaître. On va connaître des applications. Donc, c'est ce qui va permettre après de faire des choix qui sont beaucoup plus simples en termes d'application. carrément, carrément. Tu parlais de Klaviyo tout à l'heure. C'était le sujet de notre premier épisode. Pour ceux qui l'ont pas encore écouté, je vous invite à aller voir directement sur notre chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de Klaviyo? Je crois que tu es expert ou tu as une certif, un truc Je comme suis ça? certifié Klaviyo. Donc, moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'installe Klaviyo pour des e-commerçants. C'est un outil de marketing automation qui permet, on va dire, à tout le monde d'automatiser tous ses mails marketing. Donc, ça va être, par exemple, pour fidéliser ses clients, pour envoyer des codes promo, des campagnes marketing, des relances paniers abandonnés. Et il y a très peu de gens, on va dire, qui ont la connaissance encore de la force qu'a des outils Klaviyo, que ce soit Klaviyo ou d'autres outils marketing automation. Mais c'est pas encore un outil, on va dire, qui est au sein de toutes les têtes, on va dire.
Ok. Peut-être en France, Sendinblue est plus connu, Ça, Oui. qui est devenu plus récemment Brevo, Ouais. et qui veut, je pense, se détacher un tout petit peu de l'aspect purement newsletter comme on l'a connu en fait cet outil. On est tous un peu rentrés par là pour ceux qui l'ont utilisé. Mais Klaviyo aujourd'hui est carrément, enfin, je trouve personnellement que Klaviyo est un cran au-dessus en termes d'email marketing. Et comme on le disait au premier épisode, c'est rapidement 15, 20, 25% de chiffre généré sur un e-commerce qui provient de l'ensemble de ces mails. Ouais, j'en ai même vu parfois autour de 40-50% presque. C'est ouf, hein. Franchement, Mhm. Bah, tout surpuissant. dépend tout dépend ce qui a été installé, hein. Ça reste un outil, hein. On peut l'utiliser à 5% ou à 90, quoi. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Non, franchement, c'est surpuissant. D'ailleurs, je crois que Shopify intègre maintenant quelques mail markets, mais je l'ai jamais pareil. testé. Bah alors c'est des email marketing. Ils ont mis en place tout ce qui est automatisation d'email marketing. Alors tout ce qui est relance panier abandonné de mémoire, c'était pas configurable. Enfin, on pouvait pas configurer le template sans passer par le code. Mais Mhm. il y a plein d'email marketing qu'on peut mettre en place assez facilement. C'est-à-dire que ça fonctionne comme sur un Elementor sur WordPress ou c'est du no-code en fait. On prend des blocs et on les met sur notre email pour ensuite créer l'email et l'envoyer du coup à nos clients donc qui sont inscrits à la newsletter. Donc c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place. Ok. Et pour tout ce qui va être Shopify Plus et Advanced, on a tout ce qui va être Flow. Donc c'est Shopify Flow qui va permettre de faire des automatisations qui sont beaucoup plus poussées, donc pas seulement marketing, mais qui peut faire des liens beaucoup plus poussés. Donc ça peut être avec l'intelligence artificielle ou la création de Google Sheet par exemple si on veut suivre ces commandes. Donc Trop bien. il y a des outils qui sont automatisés. Shopify fait en sorte d'automatiser et répondre à tous les besoins. Donc que ce soit les petites entreprises ou les grandes entreprises, et c'est ce qui fait la différence d'un Shopify. Ok. Ils apportent- ouais, sur toutes les fonctionnalités, ils sont très user-centrés et Mhm. ils répondent à plein de problématiques. Moi, c'est ce que j'aime chez Shopify. Du coup, si on parle des fonctionnalités, est-ce que tu en as deux, trois ou plus, hein, qui sont un peu les must-have, les trucs qu'on installe direct quand on est une boutique Shopify, et pourquoi du coup? Bah, généralement, ça dépend aussi ce qu'on fait, mais quand on fait de l'international, déjà on a Shopify Translate, qui est l'outil de traduction Shopify qui a été mis en place, je crois, l'année passée, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc, c'est un outil qui permet de traduire l'ensemble de son site assez facilement. Donc, on va ajouter ses langues, on va ajouter les traductions, sachant qu'il y a la traduction automatique, je crois, pour les premières langues. Donc, c'est ce qui va permettre de traduire assez facilement son site. Et Kali, Euh, du coup, ça fonctionne bien? Ça fonctionne très bien. Je l'avais déjà essayé sur plusieurs de mes projets. Ok. Avant, j'utilisais d'autres applications. Mais depuis que Shopify Translate est sorti, j'étais un peu sceptique au début, mais au final, ça fonctionne très bien. On peut faire des exports, des imports. Et ça met assez en valeur, je pense, le travail qu'a Shopify sur tout ce qui est internationalisation. Trop bien. Ok. Avec l'arrivée du coup de tout ce qui est Translate, les Shopify Market. Donc si on va sur plusieurs marchés différents, donc c'est des outils qu'on installe directement. Après, il y a des outils qui sont SEO aussi, mais C'est quoi Shopify Market en 3 secondes? en 3 secondes, c'est un outil Shopify qui permet de vendre sur plusieurs marchés. Donc nous, on va définir en back-office les marchés où on vend. Par exemple, ça peut être la France, les États-Unis. Ok. Et du coup, Et tu as tous tes paramètres de taxes, d'expédition, etc. C'est à quel niveau les marchés, tu veux dire? les marchés, techniquement, on peut définir de mémoire la langue, les prix et tout ce qui va être, on va dire, la conversion entre les marchés. Ok. Entre les différentes monnaies. Cool. Ok. Trop bien. C'est bon à savoir, ouais, carrément. Ouais. Et c'est des outils qui différencient, bah, par exemple, d'une boutique, on va dire, si on prend une boutique PrestaShop, on va devoir créer une nouvelle boutique. En termes de configuration, c'est assez long et c'est pas non plus le plus intuitif, alors que Shopify, en quelques clics, on peut ouvrir sur un nouveau marché. Hmm. On peut faire bien plus de choses avec un Shopify et c'est beaucoup plus intuitif. Carrément. Ok, d'accord, bon, bah, top. Et tu parlais d'IA.
tu l'as testé dans Shopify? J'ai vu qu'il y avait une fonctionnalité qui permettait de l'utiliser. Est-ce que c'est déjà dans l'offre de base? Alors, c'est Et si tu l'as testé, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est pas dans l'offre de base. Moi, j'ai eu la chance de faire des Shopify Plus, donc c'est dans tout ce qui est, on va dire, abonnement bien plus élevé. Donc Shopify Plus, pour les personnes qui connaissent pas, c'est des abonnements à 2000 euros ou 2000 dollars par mois. Et Ok, c'est, on va dire, spécifique aux grandes entreprises. Donc il faut faire un minimum, il y a des critères d'acceptation, comme le fait de faire plus d'1 million de chiffre d'affaires à l'année. ok. Et c'est ce qui permet en tout cas d'avoir accès à cet abonnement, sachant qu'en France, je crois qu'il y en a à peu près entre 3 et 400. Ok. Les chiffres sont pas exacts, mais il y a entre 3 et 400 Shopify Plus en France. Ok. Et il dispose de l'IA. Donc l'IA pourra générer par exemple les descriptions de produits. On peut utiliser aussi Shopify Flow donc pour automatiser tout ce qui est avec l'IA. Donc Shopify a intégré ça l'année passée et je pense que c'est quelque chose qui va être intégré de plus en plus avec tout ce qui arrive en ce moment avec ChatGPT ou les choses comme ça. Donc Ok, toujours ouais. bon à suivre et c'est toujours utile, on va dire, pour un commerçant ou pour une boutique qui fait plus d'1 million de chiffre d'affaires d'automatiser le plus de process possible. Ouais, 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 carrément. À ce sujet, du coup, moi, ce que je vois entre la différence quand on est une grande entreprise ou une petite entreprise en e-commerce ou sur Shopify, c'est peut-être la capacité à débloquer plus de budget pour faire son Shopify et potentiellement aller faire des développements spécifiques pour ajouter des fonctionnalités, des choses custom sur le site. Quand on a un petit commerçant, à quel moment est-ce qu'on a besoin en fait de faire du dev custom? Est-ce qu'on peut commencer et développer sa boutique sans aucun dev custom? Et qu'est-ce que tu conseilles toi à ce niveau? Moi, je conseille de ne pas faire de dev custom quand on a un petit e-commerçant. Je pense on est le seul besoin qu'on a, c'est de mettre sa boutique en place. Donc faire simple, ça marche toujours de faire simple. Il faut pas se prendre la tête à vouloir faire des devs custom. C'est la limite de Shopify. C'est-à-dire que, par exemple, si un thème correspond pas à nos besoins, on va vouloir faire du dev custom. Et c'est pour ça que, dès le début, le choix du thème est important. Généralement, si on choisit le bon thème, on n'a pas de dev custom à faire. J'ai genre, d'expérience, on en a, même avec vous, on en a fait, plusieurs Shopify et les Shopify qui n'ont pas eu de dev custom ont quand même eu des taux de conversion qui étaient assez acceptables pour un e-commerçant, voire très bon. Même très Carrément. bon. Et Carrément. ça, Après, il y a un risque avec le dev custom, c'est de faire sauter des éléments de tracking ou de se retrouver du coup sur une lecture de données qui est un petit peu faussée. Vraiment, l'outil de base est très bien fait et la liaison après à travers d'autres outils de publicité type Meta, Business par exemple, peut, euh, peut être un petit peu faussée dès qu'on commence à mettre les mains dans le thème. Donc, limite, Typiquement, un exemple sur une boutique. euh, Si vous maîtrisez pas, évitez de toucher tout ce qui est checkout, mise au panier, parce que justement, ça peut faire sauter ces étapes-là. Et si derrière vous faites de la campagne ads et que au final, ça vous remonte plus comme il faut vos ajouts au panier, vos achats, ça peut être assez contre-productif ouais. parfois. même en matière de mise à jour, hein, si on fait du dev custom, c'est-à-dire que sans, on va dire, sans l'outil Git, donc le versionning du code, c'est impossible de mettre à jour son thème. Donc, si on fait pas appel à un développeur, ce sera impossible de mettre à jour son thème, on va dire, de manière autonome. Ouais. Donc, c'est pour ça que mettre à jour son thème, ça se fera en un clic sur le back-office si on fait quelque chose sans dev custom. Ouais. Ça implique beaucoup moins, on va dire, de responsabilité parce que qui touche à un code, que ce soit sur n'importe quel site, forcément, ça comporte des risques. Surtout Ouais. quand on s'y connaît pas ou qu'on a moins d'expérience, on va dire, dans tout ce qui est dev. Donc, généralement, moi, je préconise de vraiment pas toucher le code pour un petit e-commerçant. Ouais, Généralement, même. ce qui va faire la différence pour pour un e-commerçant, ça va être les images, la qualité des images, mais moins l'aspect fonctionnalité, on va dire, à proprement parler. Donc si du coup si on se concentre pas sur rajouter des choses du dev, c'est quoi les éléments qui font que au-delà du positionnement d'entreprise et de son produit, c'est quoi les éléments sur un Shopify qui vont faire la différence, qui vont faire la diff entre un Shopify qui est pas très beau, moyen, et un Shopify qui a tout pour séduire et pour vendre?
D'expérience, ce qui fait beaucoup la différence, c'est principalement les images. C'est-à-dire que une entreprise qui aura de belles images aura forcément, on va dire, un site qui est plus attractif. C'est-à-dire si on a des images, par exemple, des années 80 et qu'on le met sur un site qui est développé même avec un dev custom dernière génération, ça peut faire quelque chose de très moche. Donc, Incohérent, quoi. c'est ça peut ne pas être cohérent et généralement, les images font quand même une bonne partie du travail. Ouais. Tout ce qui est wording aussi, le zoning sur la page d'accueil aussi est très important. C'est-à-dire, bien comprendre sa cible, bien répondre aux besoins de sa cible. Et dès qu'on arrive sur une page produit, avoir une page produit qui est simple pour convertir, donc pour que l'utilisateur achète son produit. Ouais, carrément. Je voulais juste rappeler, moi je le vois souvent sur des projets avec des clients où on commence à parler appli, on commence à parler fonctionnalité. En fait, je sais pas, il y a un truc qui se fait dans la tête où pouf, ça part en mode trip. Le mec, il pense à tout ce qu'il pourrait mettre dessus. Et au final, tu arrives sur une page ou sur une discussion où les gars, ils listent 200 000 fonctionnalités, 200 000 éléments qu'ils veulent avoir sur une page. Et en fait, bah non, faut juste garder en tête que on est des humains. J'aimais bien l'exemple quand tu arrives sur un site internet, tu arrives dans une boutique. C'est comme quand tu arrives dans une boutique physique, bah voilà, tu veux voir les produits et tu veux juste voir ça en fait. Et avoir quelqu'un qui te met en confiance, qui t'explique un petit peu s'il y a un chat et que tu as des questions. Et déjà juste là, tu peux bosser un moment et avoir du flux. Il y a le wording, tu l'as cité Enzo, mais le wording, enfin tout ce qui est rédac de texte en fait globalement, vu qu'on est sur de la création de sites via template, la structure est déjà posée, les fonctionnalités sont grossièrement posées. Ce qui va faire la différence, c'est l'image, la photo et le copywriting, c'est-à-dire la manière dont on va rédiger les contenus. Et ça, c'est un point de friction qui est énorme avec la plupart des clients. C'est quelque chose qu'on pense presque inné ou ultra facile. Ouais. Mais rédiger, c'est très compliqué. Très bien rédigé, c'est encore plus compliqué. Ouais. Et pourtant, bah, pour reprendre ton analogie, Théo, de la boutique, la rédaction, c'est le dialogue qu'on aurait avec un vendeur dans une boutique. Sauf Oui. que là, il faut arriver à tout anticiper, à étudier les cibles, comme tu l'as cité, Enzo, et à bien le retranscrire en quelques mots. Et ça, il y a grosse difficulté, je trouve, et il y a une belle valeur ajoutée à apporter là-dessus. Ouais, carrément. Bah, là-dessus, ça va être tout le travail de préparation. Bon, si tu as un produit qui est super recherché, je sais pas, que tu vends des masques au bon moment, là, tu n'auras pas du wording trop à aller pousser, quoique. D'ailleurs, tu en avais fait l'expérience, toi, des masques, il me semble, Victor. Ouais, j'en ai vendu quelques-uns, mais il y avait pas de site e-commerce. C'était qu'en direct. Mais ouais, sinon, si t'es pas sur du produit très très recherché, bah, dans tous les cas, va falloir être séduisant, hein, franchement. Ça, on y est tous sujets un petit peu tous les jours et dès qu'on arrive sur une page web ou sur son téléphone, donc faut tester et ensuite comparer, surtout par rapport aux résultats. Donc ça vient à différents moments d'un projet, mais dès qu'on peut tester, même avant même de commencer à vendre son produit en ligne, il y a déjà beaucoup de choses à aller récupérer dans ces premiers cercles et seconds cercles d'amis et tous les clients qu'on peut avoir. Donc l'écriture, le contenu, Du et coup, si on... d'ailleurs, Ah, ouais, vas-y. c'était un petit peu là-dessus que je voulais peut-être transitionner. C'est que Shopify a levé ce problème de technique et permet de s'investir plus dans le contenu. Et donc, comme vous citiez, les images et le texte, c'est là où maintenant on va passer le plus de temps, le plus de budget, j'ai envie de dire, pour trouver justement les bons termes, s'adresser à la bonne personne et avoir des images qui donnent envie et même avoir parfois des vidéos. Les vidéos sur les produits fonctionnent super bien.
On a besoin de se projeter, d'avoir un élément en 3D, de le voir utiliser, d'avoir aussi des avis utilisateurs, des personnes, je sais pas, Germaine, Marion, n'importe qui teste le produit, qui en parle et juste en allant activer ces petits leviers, j'ai envie de dire, on peut déjà commencer à faire des choses très très sympas, ouais. Carrément. Du coup, pour faire la transition, photo, image, texte, c'est quoi les choses à regarder après? C'est important aussi, je pense, d'avoir aussi un petit outil de messagerie. Aujourd'hui, il y a Shopify Inbox qui existe. Ok. Donc, si on a, on va dire, le temps de gérer ça, d'avoir un petit service client pour Est-ce répondre aux besoins. Oui, c'est un chat en direct? c'est un chat en direct, c'est-à-dire Il y a qu'on a une une intégration, il y a une intégration Messenger ou WhatsApp ou pas dessus? Non, c'est du Shopify Inbox, c'est-à-dire que c'est un outil Shopify et on a une messagerie. En fait, tu as une messagerie Shopify comme tu pourras avoir une messagerie Messenger et là, tu vas répondre. Euh, ouais. Le truc que je trouve un peu gênant sur ça, c'est que souvent quand on a un petit e-commerçant, on fait plein de choses en même temps. Du coup, se dédier à la réponse d'un chat, enfin de questions sur un chat, c'est difficile, sauf si, je trouve, on reçoit sur Messenger ou sur WhatsApp comme si c'était en fait un SMS d'un Ouais. proche ou Après, tu peux pas installer l'appli Shopify sur ton téléphone et répondre depuis l'appli? Tu peux aussi. Ouais. Ouais, bon, bah, ça peut être cool alors parce ça que peut être cool, ouais. ça, pour le coup, des fois, ça peut être un peu contre-productif dans le sens où les chats, si on le fait pas bien, Ouais. ça peut être vraiment bad mood pour l'utilisateur de poser une question et tu lui réponds jamais, quoi. Ouais. Faut vraiment être disponible. Si on n'est pas disponible, c'est vraiment tout contre-productif et c'est pas conseillé dans ce cas-là. Ouais. Ouais, après, j'ai l'impression que c'est pas tout le temps utilisé. Enfin, je pense que ça dépend des produits aussi, mais Mhm. que ça reste quand même des fonctionnalités qui sont peu utilisées, qui sont vraiment utilisées à la fin du parcours. Je sais pas, j'achète des chaussures, je me suis rendu compte que, je sais pas, il me manque un doigt de pied. Bah, du coup, je pose une question liée à ma problématique spécifique, tu vois. Euh, Mhm. mais je sais pas, ouais, vous d'expérience, si c'est des outils avec beaucoup de sollicitations sur les chats. Moi, j'en ai quand même assez peu. Après, les clients qui l'utilisaient, c'était des clients qui étaient assez réactifs et qui avaient des équipes dédiées. Donc, Ouais, voilà. c'est différent. Après, si on n'a pas d'équipe dédiée, comme le disait Victor, c'est contre-productif dans ce cas-là. Mhm. Hmm. Ok, donc tu le recommanderais pas sur un petit e-commerce. Un petit e-commerçant, non. Après, techniquement, sur un petit e-commerçant, le basique suffira amplement. On a tout ce qu'il faut. Généralement, sur une fiche produit, ça dépend du thème, mais on a tout ce qu'il faut pour les configurer. Ouais. Encore maintenant, pour vous expliquer rapidement, on a eu les thèmes 1.0 et depuis un an ou deux, on a les thèmes 2.0. Donc, ce qui est thème 2.0, en fait, c'est l'utilisation des composants autres que sur la home page. Avant, il était impossible d'utiliser les composants du thème sur, par exemple,